Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer en fait mon flux de travail pour enregistrer des vidéos, pour enregistrer des tutos. Donc il n'y a pas la caméra, donc vous ne me voyez pas. J'ai eu, depuis que je fais des tutos, ça fait plus de 10 ans maintenant, j'ai eu des tonnes et des tonnes de flux de travail différents. Alors peut-être pas des tonnes, mais on n'a pas être loin de la dizaine, suivant les machines, suivant le système, suivant si on me voit ou si on me voit pas. Donc là je vous ai mis dans le titre que c'était la version Windows, parce qu'en fait j'ai un PC... J'ai aussi un Mac, je pense que si vous suivez ma chaîne maintenant vous le savez. Donc j'ai un PC, une tour que je me suis monté et j'ai un MacBook Pro. Et ça m'est arrivé d'avoir du Hackintosh, c'est-à-dire de me monter une machine spécialement pour avoir macOS. Donc en termes de machine, pour le moment, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, et on va parler d'OBS un petit peu plus tard, c'est pour ça que vous voyez la fenêtre d'enregistrement, mais pour l'instant je suis sur un AMD 2700X, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, la nouvelle 3e génération vient à peine de sortir. En général, je travaille quasiment tout le temps avec une génération de retard. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est beaucoup moins cher, c'est aussi simple que ça. Et j'ai jamais trouvé d'attrait pour payer au prix fort une nouvelle génération. La seule fois où je l'ai fait, c'était en 2018, où je me suis monté un 8700K juste pour tester un Hackintosh, et que j'ai ensuite revendu. Mais la plupart du temps, je travaille avec une génération de retard. J'achète jamais un truc dès qu'il vient de sortir. En tout cas, en termes de processeur, j'entends. Pour les cartes graphiques, c'est un peu différent. Puisque là, justement, je viens de changer. Je suis sur une RTX 2060 Super. L'intérêt de Nvidia, c'est d'avoir un encodeur NVENC pour encoder en H264, en H265, mais surtout en H264, qui est vraiment très puissant, qui est bien meilleur que celui d'AMD. J'ai toujours d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas, une RX Vega 64 que j'ai mis dans un boîtier externe pour mon Mac. Pour enregistrer par exemple de l'Ultra HD comme maintenant, donc là vous le voyez pas, mais on va faire un petit clic droit. Donc voilà, on est en 3840 par 2160, et si vous regardez OBS ici, on va faire un truc qui est un peu psychédélique, mais voilà, vous voyez que l'enregistrement est hyper fluide. Quand on regarde en bas, on est scotché à 60 fps, et on est à un taux d'occupation du processeur de absolument que dalle. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez ici, en fait, c'est la carte 3D qui bosse, c'est le Nvidia. Vous voyez qu'on est à 73% pour l'enregistrement. Donc c'est NVENC en fait qui travaille. Donc on peut faire de la 4K 60 fps sur AMD avec une Vega 64, mais on peut pas passer par OBS, puisque le lien avec OBS ne permet pas de faire ça, ça marche pas juste. Et on peut passer par Relive, qui est le truc d'AMD qui est inclus, et qui vous permet de faire 4K 60 fps, mais j'ai souvent eu des glitches, des sautes au niveau du son, enfin des trucs qui sont vraiment pas stables. Qui plus est, donc j'enregistre cette vidéo avec OBS. Une fois qu'elle est finie d'enregistrer, alors je vais vous montrer les réglages. Donc je me mets évidemment en résolution native de mon écran, donc Ultra HD 3840 par 2160 en 60 fps. Je me mets avec ici en recording. Alors je vais pas pouvoir tout changer puisque je suis en train d'enregistrer justement, donc forcément il y a des trucs qui sont grisés, mais donc vous voyez que j'enregistre avec le nouvel encodeur NVENC qui est disponible si mes souvenirs sont bons depuis la sortie des RTX. L'ancien pouvait déjà faire ça, et en gros on peut faire du 4K 60 fps depuis quasiment 4 ans, depuis la génération, il me semble qu'à l'époque j'avais une 770 GTX en 2015, et je pouvais déjà enregistrer en 4K 60 fps, là où à l'époque la concurrente c'était une R9 290 chez AMD. Il était strictement impossible, c'était impossible de faire gober un tel flux de données sur le GPU. On était obligé d'utiliser le processeur en fait, et du coup il fallait vraiment avoir beaucoup de corps, parce que faire Ultra HD à 60 fps sur le CPU, il faut quand même pas avoir un petit processeur, quoi. Donc là c'est génial parce que j'ai les 8 cœurs de mon CPU qui là accessoirement ne font rien pendant que le Nvidia, le GPU travaille. Donc ça laisse beaucoup de place pour faire des choses, par exemple pendant que je fais mes tutos, pendant que je fais du Photoshop, du Lightroom, du Capture One, où c'est essentiellement le processeur qui travaille, même s'il y a des tâches accélérées GPU, ça permet de le libérer. Donc c'est vraiment hyper confortable pour les tutos d'avoir une carte graphique qui puisse vraiment faire ça. Donc attention, je suis pas en train de on n'est pas en train de parler de jeux vidéo ici, mais bon, il est évident que même en ce moment, en termes de jeux, en gaming pur, en rapport qualité-prix, à peu près toute la gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, haut de gamme, il n'y a pas un seul moment vraiment où AMD est spécialement intéressant, peut-être avec les Navi, les dernières cartes qui viennent de sortir là cet été 2019, donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais peut-être que ça peut être à peu près aussi intéressant qu'une 2060 ou une 2700, une 2070 pardon, mais
le bruit qui est généré la chaleur qui est dégagée est toujours supérieure chez AMD pour le moment, en tout cas avec les cartes de référence, et les cartes constructeurs, les cartes partenaires mettent toujours beaucoup plus de temps à arriver. Enfin bref, j'en parle en connaissance de cause. J'ai une RX Vega 64 de chez PowerColor qui est la plus grosse, avec le plus gros système de refroidissement. Et pourtant, dès qu'on tape dedans, je veux dire, on a l'impression d'être à côté d'un avion au décollage, quoi. C'est vraiment ahurissant le bruit que ça fait, quoi. Parce que ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup plus que chez Nvidia, et du coup, ça chauffe beaucoup plus, quoi. Donc évidemment, pendant les tutos, je peux pas me permettre d'avoir à côté de moi un Airbus en train de décoller. Et donc, je suis toujours resté chez Nvidia pour l'encodage. Je suis resté quand même peut-être 9 mois avec la RX Vega 64 en carte unique principale et sans avoir de Nvidia, et j'ai fini par y revenir parce que franchement c'est pas possible de bosser en fait, quoi. Et même quand vous jouez, casque obligatoire, puisque encore une fois vous jouez avec un truc qui va décoller à côté de vous, quoi. Donc il faut vraiment il n'y a que chez AMD dans le milieu de gamme où on peut avoir un rapport avec le bruit qui est à peu près sympa, et encore, quoi. Donc voilà, c'est pas un plaidoyer, c'est pas être pro Nvidia ou quoi que ce soit, c'est juste être logique. En termes de performance pure pour le jeu, il y a des cartes AMD qui valent Nvidia, mais pour l'instant c'est toujours au prix du bruit et de la surchauffe, ouais. Donc voilà, j'espère que ça changera parce que la concurrence est saine, mais pour ce qui est de l'enregistrement et de l'encodage H264, il n'y a vraiment pas photo avec NVENC par rapport à AMD, qui a fait de gros progrès certes, mais il n'y a toujours vraiment pas photo, quoi, pour enregistrer des grands flux de données. Donc j'enregistre à 15 mégas par seconde en flux constant, donc ça permet de générer des vidéos très très propres, d'avoir pour vous les menus qui sont très lisibles, de pas avoir d'artefacts autour des typos, donc ça c'est plutôt cool. Donc ce que ça fait, c'est que ça va cracher un fichier FLV, donc je l'enregistre ici sur un disque SSD, donc c'est-à-dire que le dossier temporaire d'enregistrement d'OBS est un SSD évidemment, et qui n'est pas le même que le système, histoire d'avoir un maximum de performance et de pas saturer le disque du système. Et puis si jamais j'ai un problème, accessoirement j'ai mes enregistrements qui sont sains et saufs. Donc vous voyez l'enregistrement qui est en ce moment même en train de se faire ici, il a 0 kg puisqu'il n'est pas fini. Donc quand il sera fini, j'aurai un fichier FLV que je vais renommer du nom de ma vidéo. Donc par exemple ici, la dernière vidéo que j'ai enregistrée ce matin, c'est mon dernier épisode du développement pratique sur Lightroom classique. Et du coup je fais une version MP4, je vais vous montrer les fichiers, voilà, une version MP4. Donc pour ça, dans OBS, vous avez un menu en fait, on va maximiser tout ça, c'est psychédélique. On va dans File, on a Remix Recordings, et ici on peut lui dire quel fichier on veut transformer en MP4, puisqu'évidemment on va pas monter du FLV. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez un fichier MP4. Ce fichier MP4, moi je l'amène en premier lieu dans Audition. Donc je démarre Audition, donc je dis que je finis d'enregistrer, je démarre Audition, et j'enregistre. Là vous avez peut-être déjà entendu passer là une moto passer, et justement je vais dans Audition pour corriger tous les petits soucis d'audio. Alors ça m'arrive assez souvent de m'arrêter en plein enregistrement parce que j'ai du bruit. J'ai la chance d'avoir un appart sympa et dans une ville que j'adore, mais par contre j'ai la malchance d'être à côté d'une rue où il y a du passage et je peux pas me bunkeriser, c'est pas possible. J'ai pas le choix en fait, c'est-à-dire que je peux faire attention d'enregistrer à certaines heures et tout, mais il y a un moment où il faut que je travaille, quoi. Et donc en fait vous voyez ici, en tout cas sur Windows, avec OBS, j'ai pas la possibilité d'ajouter un marqueur pendant l'enregistrement. Alors que sur Mac, je peux faire ça avec ScreenFlow, je fais un raccourci, j'ai un marqueur qui s'ajoute. Bon là en fait ce que je fais quand j'ai du bruit, c'est que en fait je tapote sur le micro et ça génère ce genre de truc. Donc je sais pas si vous allez avoir du son. Voilà, donc là vous allez avoir du son et je vais avoir peut-être du bruit, je vais être en train de parler, il va y avoir un bruit et je vais m'arrêter. Peut-être Capture One est un petit peu inférieur. Donc ça demande un effort intellectuellement, parce que pendant que je suis en train de parler, et que donc je suis en train de réfléchir à ce que je vous raconte, à la pédagogie, etc., si derrière il y a genre au hasard une sirène, un bruit de moto, il y en a peut-être un qui va arriver là, en ce moment même pendant cette vidéo, et presque pour une fois j'ai envie que ça arrive pour que vous puissiez entendre ce que ça fait, mais je suis sur la route en fait entre des ambulances et un hôpital, donc autant vous dire que les sirènes ça y va. Et donc pendant que je suis en train de parler, si ça arrive, je suis obligé de m'arrêter, d'attendre, je tapote sur le micro, donc évidemment comme ça je sais qu'il y a une pause, et je reprends exactement où j'en étais, est un petit peu inférieur, voilà, et je continue ma phrase exactement comme si de rien n'était, ce qui me permet en fait dans le logiciel de montage après, qui est Resolve, de venir juste faire un cut de cette partie-là, de la partie où il y a eu du bruit, et ça me permet du coup de faire comme si de rien n'était, quoi. Et la plupart du temps, les bruits, moi je les entends arriver avant que vous les sentiez au micro. Ça peut arriver quelquefois que vous sentiez arriver une petite sirène ou un petit micro, un petit bruit de moto, pardon.
Mais moi je l'entends arriver de manière assez lointaine, parce que voilà, l'oreille humaine a un fonctionnement différent du micro. Le micro me capte moi de manière très très proche, mais n'entend pas les bruits aussi loin que moi, heureusement. Ce qui veut dire que je peux arrêter ma phrase après un mot, attendre que le truc arrive et continuer en fait. Voilà. Après il y a des fois où il y a un abruti en bas qui klaxonne, voilà, parce que je sais pas ce qui se passe, mais et dans ce cas-là je suis pris par surprise, le klaxon arrive en plein dans l'enregistrement et dans ce cas-là je suis obligé de refaire une phrase pour pouvoir continuer, pouvoir faire quelque chose qui ne soit pas avec une coupure, quoi. Donc voilà pour l'audio. Donc qu'est-ce que je fais sur l'audio outre ces trucs-là? Alors déjà, ces trucs-là, je les coupe pas dans l'audio, je le fais dans le logiciel de montage. Ce que je fais dans Audition, c'est juste améliorer l'audio. Donc en général, quand j'enregistre, vous voyez que je laisse toujours une respiration au début. C'est-à-dire que là, au début, il n'y a rien. On va appuyer sur espace, si j'y arrive. Alors, appuyez sur la barre d'espace. C'est si compliqué que ça. Voilà. Salut à tous, c'est Julien. Voilà, donc vous avez un truc au début où il se passe rien. Salut à tous, et je dis voilà, salut à tous, et Julien. Donc il y a une bonne seconde où il n'y a rien, et en fait ce rien, c'est tout simplement utile pour me permettre de capter le bruit ambiant. C'est-à-dire que quand je fais Shift P, je capte le bruit ambiant, je le donne à manger à Audition, et quand je fais CTRL Shift P, alors c'est Shift P pour le capter et CTRL Shift P pour avoir le noise reduction, j'ai ici la capture du bruit. Donc par défaut il est assez élevé, il se met à quelque chose comme 40%, moi je le baisse un petit peu, c'est-à-dire que je laisse un tout petit peu du bruit d'origine pour pas que ce soit... qu'on a l'impression de m'écouter comme si j'étais dans une chambre de contention, quoi, que ça soit pas, faut que ça reste un tout petit peu naturel. Donc, et accessoirement, ça bouffe un peu des fréquences. Donc, je me mets autour de 25-30%, mais pas 40%, je crois qu'il y a le réglage par défaut. Donc, je vais appliquer ce truc-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un effet et je fais un compresseur multibande avec un réglage un petit peu maison qui permet en fait tout simplement de rendre ma voix un petit peu plus sexy et un petit peu plus présente pour que vous puissiez avoir, voilà, vous concentrer sur ma voix et pas sur des bruits environnants. Alors, bienvenue pour un numéro du développement pratique, c'est le premier sur Lightroom. Donc je fais tout pour que ça tourne autour de moins 6 dB environ mes vidéos, donc à 0 vous saturez. Donc je sais pas à peu près sur YouTube, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Pour être honnête, je me suis jamais renseigné sur ce que faisaient les autres, mais quand j'écoute mes vidéos et que j'écoute une autre vidéo sur YouTube, on est à peu près à ce niveau-là. Moins 15 vous êtes trop bas, et c'est super relou d'avoir une vidéo sur YouTube et de devoir monter le son, et puis vous montez le son, et puis quand vous retombez sur une vidéo normale, vous explosez le casque. Donc ça c'est très très chiant, et quand vous êtes trop fort, bah évidemment vous faites l'effet inverse. C'est peut-être un peu moins grave, mais ouais, c'est aussi ennuyant, quoi, parce que si vous êtes plus fort, là je pense que vous avez dû entendre un petit klaxon qui était en plein pendant que je parlais. Donc ça c'est typiquement le genre de cas de figure où c'est très ennuyeux parce que je suis obligé de le reprendre, quoi. Donc si c'est juste un truc comme ça qui est dans le fond et qui est très bref, en général je le laisse. Je pars du principe que pour mes vidéos YouTube il y a un peu plus de vie et il y a un peu plus un côté coulisses. Par contre mes formations qui sont vendues sur tuto.com, qui sont donc des formations premium, j'ai envie de dire, je fais un peu plus attention évidemment à pas laisser traîner des klaxons ou des bruits environnants, quoi, ça c'est sûr, quoi. Donc en tout cas voilà ce que je fais dans Audition. Ensuite j'enregistre. Donc quand vous allez enregistrer, comme vous êtes sur un fichier MP4, il va pas vous permettre d'enregistrer un fichier MP4, il va vous sortir un wave, parce qu'évidemment Audition ne peut pas encoder de la vidéo, c'est pas son job. Donc ça veut dire que je sors un fichier audio wave et j'ai donc le fichier MP4 correspondant. Donc ensuite ce que je fais, c'est que j'arrive dans Resolve, je crée un nouveau projet. Je lui donne un nom, donc je vais l'appeler ici, par exemple, je lui donne le nom du projet. Donc ça va être avec une nomenclature. Donc ma nomenclature, ça va toujours être YT pour les vidéos YouTube, et ensuite le nom. Donc ça va être mon flux de travail pour les vidéos Windows, par exemple. Je sais pas, je crois que je l'ai pas encore nommé celle-là. On va cliquer sur créer, donc j'allais dire Capture One, mais voilà, Resolve démarre. Alors c'est des vidéos, donc on a dit, qui sont enregistrées en Ultra HD à 60 fps, donc il faut d'abord et en premier lieu dans Resolve prendre cette habitude de régler le projet, contrairement à Premiere on peut lui balancer n'importe quoi et puis il s'en fout. Donc ici on va prendre 3840 Ultra HD, on va mettre une timeline à 60 fps, un playback à 60 fps pour pas avoir d'interpolation chelou, et par contre dans le monitoring, c'est-à-dire ce qui s'affiche dans le moniteur ici, on n'a pas besoin de prévisualiser en 4K, on s'en tape, hein, c'est sûr. Donc moi je mets 720p à 60 pour avoir juste ici un aperçu 720p mais à 60 images par seconde. Pas besoin de faire du 10 bits bien entendu. Et pour les médias, pas besoin d'avoir du DNX HR HQX. Et si vous êtes sur Mac, pas besoin de faire du ProRes HQ 444 plus de la mort, puisque de toute façon ce n'est qu'un screencasting, et encore une fois on le prévise à 720p. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends du SQ
pas besoin de prendre un codec plus violent que ça. Et on va mettre Save. Juste un truc important, dans DaVinci Resolve, si vous regardez les préférences et que vous regardez hop, voilà, mémoire GPU, j'étais dessus. Voilà, on a bien la carte graphique qui est détectée en CUDA. Donc ensuite, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais balancer mes métrages. Donc en gros, si on prend le fameux Lightroom classique, donc je prends le MP4 et le Wave, et ensuite je prends les trucs que vous avez au début, vous savez, les petites cinématiques. Donc vous avez dans Assets ici, j'ai plusieurs versions ici, j'ai une version ProRes que j'utilise dans Resolve. Donc j'ai mon intro, plus par exemple ce que j'appelle le ending, donc le petit truc à la fin qui dit merci d'avoir regardé, etc. Donc ce que je fais, c'est que je vais balancer en fait mon screencasting en MP4, et je vais commencer par enlever l'audio d'origine. Donc je délie avec un clic droit la piste d'origine, et je lui colle le wave que j'ai travaillé dans Audition. Donc comme j'ai le magnétisme, vous voyez que ça vient se coller tout seul. Je resélectionne les deux pistes en faisant un lien, ce qui fait que maintenant quand je bouge une piste, je bouge les deux. Mais je la bouge avec le nouvel audio. Donc ensuite je vais mettre tout simplement ma cinématique d'intro. Je supprime l'espace entre les deux, donc on va zoomer, vous allez voir que maintenant, voilà, on a l'intro qui est collé. Là vous avez entendu un bruit, c'est juste j'ai reçu un mail, une petite espèce de petit oiseau. Et voilà, là j'ai une respiration. Salut à tous, voilà, donc j'ai une respiration à la fin de ma cinématique d'intro, avec la super musique que m'a fait Harlem. Et ce que je peux faire du coup, c'est en enlever un petit peu ici, les coller, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans les vidéos transition un cross dissolve, tout bêtement. Alors j'en ai trop mis ici, normalement je peux faire un cross dissolve sur les deux. Alors il me fait mentir, j'ai dû faire un truc. Pourquoi il n'a pas assez de place, je pense, pour faire le cross dissolve? Il faut qu'il y ait de la matière normalement sur les deux, c'est assez curieux qu'il ne veuille pas me le faire. Ok, super, bon, il veut pas me le... Là, il va repasser au noir. En fait, il devrait pas repasser au noir, il devrait faire un fondu entre les deux, je sais pas pourquoi il me le fait pas, bon, vous allez devoir me croire sur parole. Si vous regardez la vidéo Lightroom classique, le développement pratique, vous verrez que... Ou alors je peux vous ouvrir le projet accessoirement, je vais vous l'ouvrir une fois qu'il est fini. Et je vous montre juste les autres trucs que je fais, histoire de... Voilà, le principe c'est de vous montrer mon flux de travail. Donc une fois que ça c'est monté, l'audio est bon, la vidéo est bonne, mais il reste tous les petits endroits où je me suis planté. Et il n'y en a pas beaucoup sur cette vidéo justement, mais en général... comme je vous dis, je note pas, mais je me souviens et je fais une pause et je tapote sur le micro pour qu'on puisse le voir sur le spectre. Voilà. Donc là, par exemple, je sais que ça, il faut le couper, donc je vais zoomer. Et effectivement, on voit un creux. Et donc ici, on va prendre le rasoir. Alors, je suis allé à la fin. J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire, à savoir, j'ai complètement paumé l'endroit où j'étais. Alors, c'est évident que dans ScreenFlow, par exemple, donc normalement, il est par là. Tac. Tac, voilà. Dans ScreenFlow, vous pouvez mettre une marque pendant l'enregistrement, ce qui fait que quand il y a un bruit qui arrive, je peux mettre une marque, et du coup, quand je vais récupérer le projet, je vais vous faire une vidéo aussi sur mon flux de travail sur Mac, je vois directement où c'est, je suis pas obligé de regarder le spectre. Donc là, c'est un peu plus en mode clodo sur Windows. C'est pas grave, parce que j'ai pas beaucoup d'interruptions, mais c'est vrai que c'est un peu plus pratique. Donc là, en gros, un petit coup de rasoir, et un petit coup de rasoir. Appuie sur A pour sélectionner, j'enlève, je colle, et donc normalement ça fait une phrase qui a quasiment pas d'interruption, quoi. Peut-être Capture One est un petit peu inférieur. Voilà, Capture One est un petit peu inférieur. Voilà, si vous ne le saviez pas qu'il y avait une coupure, ça vient pas vous perturber dans la lecture. Et c'est là où peut-être Capture One est un petit peu inférieur. Et encore, je pourrais couper un petit peu plus fort pour que ça soit vraiment lié dans la phrase, pour faire un montage peut-être un petit peu plus académique. Il y en a qui sont en école d'audiovisuel là, mais hop, voilà, on va le coller un petit peu plus fort. One est un petit peu inférieur. Voilà, on pourrait même faire un tout petit fondu audio si on veut vraiment pas faire d'interruption de frame, mais bon. Donc en gros, voilà, il y avait un bruit de fond que vous avez même pas entendu, puisque moi je l'ai entendu arriver, j'ai fait la coupure, et voilà, ça m'a permis de continuer mon tuto comme si de rien n'était. Donc il faut quand même avoir un peu d'expérience, il faut avoir un peu l'habitude, il faut pas être déstabilisé. Moi maintenant j'ai tellement l'habitude que si j'entends un truc arriver, je peux arrêter ma phrase, me figer et continuer ma phrase comme si de rien n'était 5-10 secondes plus tard, quoi. Donc je fais pas une coupure, je m'arrête pas, sinon voilà, tant que je suis dans le flow, je continue. Et puis évidemment, j'improvise 99% du temps. Donc j'aime pas regarder des notes, j'aime pas prendre des notes et dire à 1 minute 12 je me suis trompé. Enfin ça c'est le pire qu'on puisse faire pour avoir l'air naturel. Bref, une fois que je fais toutes les petites coupures, les petits montages,
on met juste la fin. Alors la fin, c'est un écran avec le merci d'avoir regardé. Et en général, il est hyper facile à caler, donc je dis merci de m'avoir regardé, au revoir. Alors j'ai mal placé ma tête de lecture, pardon. Hop, ici, voilà, pour Lightroom classique. Merci, bye bye. Et là, à partir de là, on commence à faire un petit montage pour que la vidéo arrive pendant que je dis le truc. Et vous voyez que je suis sur un ProRes transparent. Et on voit le truc arriver par-dessus. Des fois, je fais un fondu au noir, mais je trouve que c'est plus classe de faire un écran, une fusion comme ça avec une transparence. Pour Lightroom classique. Merci, bye bye. Donc là, c'est un peu fort, donc le son, la cinématique a été enregistrée avec un volume assez élevé, donc en général, je le mets autour de moins 6 dB. Et on peut faire éventuellement un fondu aussi, avec une petite enveloppe, mais en général, je le fais juste arriver en mode par-dessus. Sur Lightroom classique. Merci, bye bye. Voilà. Le merci bye bye, il est fondu avec le début de la cinématique de fin. Et ensuite, voilà, c'est fini. Donc une fois que ça c'est fait, donc, notre montage est prêt. Donc là, c'est un cas de figure où il s'est pas passé grand chose. J'ai eu un enregistrement de 20 minutes, assez tranquillou, avec juste une interruption, donc il y a juste un cut. Donc c'est un montage qui est vraiment hyper simple. Si j'avais mon enregistrement où je me filmais en plus, j'aurais eu un flux de caméra que j'aurais superposé. Alors soit je le montre en permanence et je fais ce qu'on appelle un PIP, un picture in picture, où j'ancre ma vidéo dans un panneau du logiciel par exemple, donc il faudrait que j'utilise l'inspecteur pour venir caler en position X et puis en scale, voilà, un flux de caméra par-dessus, ou alors je le fais juste à l'intro. En général je montre juste ma tronche juste en intro et après je coupe parce qu'il n'y a pas lieu de me montrer en permanence, donc ça rajoute juste une piste mais c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Donc une fois que c'est fini, on passe en mode Deliver dans Resolve. Et là-dessus, je vais me mettre avec le preset évidemment 2160p. Je vais choisir une destination. Donc en général, cette destination, c'est tout simplement le dossier où il y a. Alors, faut que je le retrouve. Le dossier où il y a mes métrages, mais avec un dossier render. Voilà, vous le voyez ici. Donc en gros, je choisis l'endroit où j'enregistre. Donc je donne un nom à la timeline. Vous voyez que par défaut, elle s'appelle timeline 1. C'est pour ça que du coup il veut me rendre un fichier qui s'appelle timeline 1. Donc en général je nomme la timeline avant du nom du projet pour que tout se nomme comme il faut. Donc les réglages j'y touche pas, juste en audio. Je veux juste attirer votre attention. En général je sors sur du mono dans le projet. Donc j'ai mis un pré-réglage pour sortir en mono. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre vous vous regardez dans des conditions qui ne sont pas des conditions de hi-fi, quoi. Donc même souvent sur téléphone. Et pour éviter d'avoir la voix qui part d'un côté ou de l'autre, ça m'est arrivé dans une ou deux vidéos, ça. Et surtout pour ceux qui regardent sur un téléphone qui n'a pas de speaker de chaque côté, ça donne des fois des effets assez bizarres et la voix qui part d'un côté et pas de l'autre. Enfin, bref, il n'y a pas besoin de faire de la stéréo ou du 5.1 ou enfin voilà, c'est juste c'est des vidéos où vous regardez, voilà, c'est des tutos et je pense qu'il faut arrêter de se palucher sur des détails. Je fais un effet sur ma voix pour qu'elle soit cool, en tout cas j'espère que vous la trouvez cool. mais bon voilà, la stéréo elle me sert pas à grand chose finalement, quoi. Donc en gros je rends en mono, comme ça au moins c'est réglé, quoi. L'avantage c'est quoi ? C'est que quand on est avec du Nvidia, hop, ici vous voyez qu'on peut mettre un encodeur Nvidia, et là quand je rends ce truc là, c'est la carte graphique qui bosse, avec des performances assez ahurissantes, parce que pour faire par exemple de l'Ultra HD à 60 fps, je vais plus vite que le temps réel en fait, c'est-à-dire que il arrive à rendre plus de 60 images par seconde. Ça veut dire qu'une vidéo de 20 minutes, il va mettre 15 minutes pour la rendre, ce qui, considérant la quantité de données que ça représente, le nombre de pixels qu'il faut encoder, c'est quand même vraiment pas mal, et surtout que pour l'instant, le processeur est libre, donc on peut faire autre chose. Bon, par contre, ça ralentit un peu l'affichage, parce que forcément le GPU est complètement saturé, mais bon voilà, ça vous permet de libérer au moins le processeur et de ne pas avoir des tâches en arrière-plan qui déconnent par exemple. Vous pouvez faire autre chose avec votre machine pendant ce temps-là, quoi. Et les performances de rendu sont excellentes. Un projet comme ça dans Premiere, ce serait certainement pas, genre jamais de la vie, 15 minutes pour rendre 20 minutes d'Ultra HD, quoi. Mais genre, c'est... Alors j'ai déjà fait une vidéo, même si elle date un petit peu, mais j'ai fait une vidéo en 2018 il me semble, où je parle de l'encodage entre Premiere, Resolve et Final Cut, entre PC et Mac, alors évidemment sauf Final Cut qui n'est que sur Mac, mais voilà, Premiere en rendu, même s'il y a eu des améliorations qui ont été faites depuis qu'il est capable d'utiliser Intel QuickSync pour ceux qui ont des processeurs i5 ou i7, même avec ça c'est quand même largement, mais largement plus lent que Resolve, et le champion du rendu, en particulier pour faire de l'Ultra HD avec un framerate aussi élevé que le mien, que 60 fps, voilà, typiquement c'est Final Cut, mais
J'ai pas non plus besoin d'aller m'embêter à les monter dans Final Cut puisque je veux pouvoir travailler sur PC. Mon flux de travail existe sur Windows et sur Mac, suivant que je sois en déplacement ou chez moi. C'est pour ça que là, je vous montre mon flux sur Windows, parce que je suis sur ma station principale, qui est un PC. Mais quand je suis en déplacement ou que je suis pas forcément dans mon studio, j'enregistre des tutos aussi sur mon Mac et je dois pouvoir avoir un flux. Et sur le Mac, en fait, je travaille pas avec OBS et avec Resolve, je fais tout avec ScreenFlow, qui est vraiment génial et qui en plus lui aussi utilise le GPU, donc voilà, je peux taper dans un processeur externe, puisque j'ai la chance d'avoir un boîtier externe avec une Vega 64 dedans, mais que j'ai pas en déplacement, mais que j'ai chez moi. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai deux façons de travailler qui ont les mêmes niveaux de performance, mais j'utilise pas Final Cut pour les tutos parce que ça me sert à rien et c'est même plus contraignant parce que ScreenFlow fait tout bien tout seul. Mais tout ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo où on parlera du Mac. Donc là en gros je rends dans Resolve avec des performances donc, qui sont vraiment excellentes. Resolve c'est vraiment c'est un très 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 bon logiciel. Gratos de base parce que j'utilise pas de fonction de studio moi, mais même dans sa version payante, comparé au niveau de performance et ce qu'il permet de faire en audio, en montage et en trucage avec Fusion qui est intégré, c'est vraiment ahurissant quoi. C'est vraiment un super software quoi. Et voilà, une fois que j'en suis là, ensuite je sors donc un fichier que je vais pouvoir envoyer sur YouTube. Vous voyez que par exemple ça fait un fichier de 1,8 GB pour 27 minutes, donc ça va, c'est pas petit mais c'est pas énorme non plus. Et je fais un extrait, c'est-à-dire que je fais une deuxième timeline avec juste un extrait pour la version qui va partir sur tuto.com, puisque tuto.com demande un extrait alors que YouTube il n'y a pas d'extrait vidéo. Donc du coup je fais une timeline à part. Donc si on regarde le projet, je mets... Alors en général j'enregistre le projet et je l'exporte pour pouvoir bien faire. Alors hop, ici je vais le fermer juste pour vous montrer. On va redemander juste pour avoir la fenêtre d'origine. Alors ça redemande du coup de faire un encodage pour tuto.com parce que tuto.com la limite c'est 1 giga. Évidemment tuto.com n'a pas l'infrastructure de YouTube. Alors l'infrastructure est bonne mais évidemment on peut pas lutter avec YouTube. Donc on peut pas leur envoyer 1 giga 8 pour 27 minutes quoi. Sinon les pauvres on va leur exploser le serveur. Donc pour tuto.com je passe par Handbrake pour créer une version MP4 quand même moins violente en termes de rendu, en termes de taille. Et accessoirement tuto.com ne diffuse pas en 4K, ça sert à rien. Donc du coup je fais une version 1080p qui doit faire, elle va faire 100 mégas tout pété pour 27 minutes. Donc je crée une version vraiment optimisée pour tuto.com. Donc là voilà, on a la fenêtre DaVinci Resolve. Vous voyez les différents projets récents que j'ai montés dans Resolve. Donc si je prends celui dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le projet fini, donc si on va dans le module d'édition, vous voyez qu'on a deux timelines, une pour l'extrait, voilà, qui est ici, et une qu'on peut aussi aller chercher là-haut, et une avec évidemment le projet fini, quoi. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer. En général je fais deux timelines. Et j'exporte tout ça avec le réglage toujours YouTube en 2160p, et après voilà, je fais une version pour tuto.com un peu plus légère parce qu'il y a la limite des 1 giga sur tuto.com. Donc voilà pour mon flux de travail sur Windows en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai aussi une façon de faire des tutos pour le Mac qui passe quasi exclusivement par ScreenFlow. Alors comme je vous l'ai dit, ces flux de travail ont évolué avec le temps. J'ai été à une époque beaucoup sur OBS plus montage dans Premiere. J'ai fait quelques tutos avec Camtasia. J'ai fait des tutos que je screencastais non pas avec OBS mais avec Relive quand j'avais une carte AMD. Quand j'étais sur Mac, il y a eu un moment aussi où je ne passais pas par ScreenFlow ni par OBS mais par QuickTime tout simplement, qui est un très bon logiciel de screencasting en fait pour enregistrer l'écran. Donc sur mon Macintosh par exemple, j'utilisais tout simplement QuickTime en mode enregistrement écran qui utilisait 100% de la RX Vega sur mon Macintosh, avec des performances voilà, Ultra HD 60 fps nickel, et ensuite je montais ça dans Resolve par exemple. Mais par contre une chose est sûre, j'ai 100% laissé tomber Premiere pour monter quoi que ce soit, parce que c'est terriblement lent, c'est vraiment plus digne du matos d'aujourd'hui quoi. Enfin je suis désolé, c'est pas un mauvais logiciel en soi, d'ailleurs je l'utilise en fait pour un projet dont j'ai encore jamais parlé, peut-être que j'en parlerai, mais c'est pour une agence de com sur laquelle je travaille avec un ami. Donc c'est un projet vraiment à part, et on a beaucoup de sous-titres en fait, et mais des sous-titres habillés quoi, donc avec un peu de motion design, et l'outil de sous-titrage de Resolve est très orienté cinéma, c'est-à-dire qu'on peut juste mettre des sous-titres mais on peut pas vraiment les habiller quoi.
Donc bah, je suis un peu condamné à utiliser Premiere pour ce projet-là, avec un outil de sous-titrage qui est complètement buggé, qui ne se souvient pas des options qu'on utilise, donc on est obligé à chaque fois de recliquer dans certaines options pour les remettre à la main, Enfin, il y a plein de trucs. Il faut que je fasse une vidéo à part parce qu'il y a plein de trucs, je suis sûr qu'ils l'ont jamais testé, parce que j'arrive à reproduire des bugs, mais à chaque fois, j'arrive à reproduire des problèmes avec cet outil de sous-titrage, donc, mais bon. Avec tous les défauts qu'il a, il me rend quand même bien service pour me permettre de faire des choses que je pourrais pas faire avec Resolve. Donc vraiment, à part pour cette utilisation très spécifique qui nécessite des sous-titres et où j'ai besoin de Premiere, pour tous les autres projets où il y a de la vidéo, je mets plus jamais les pieds dans Premiere parce que les performances sont vraiment, c'est vraiment rédhibitoire quoi. Mettre un tuto, mettre 40 minutes pour encoder un tuto au lieu de 15, je suis désolé, c'est pas, il y aurait 1 minute d'écart sur 40 ou sur 20, enfin bref, il y aurait 1% ou 2% d'écart, je dis pas. Mais quand il y a 50 ou 100% d'écart, il faut pas déconner quand même, quoi, voilà. Donc j'ai pas le temps de faire ça, de cramer du temps pour rien en Première, voilà. Bah du coup, je sais pas vraiment si vous avez appris des choses ou si ça va vous être utile, mais si vous voulez vous lancer à votre tour dans l'enregistrement de l'écran, faire des tutos, ou si vous vouliez juste par simple curiosité savoir comment je travaillais, ben voilà en tout cas une partie de mon travail, de mon flux de travail sur Windows, sur PC. Je ferai la même vidéo pour Mac qui sera peut-être un peu plus courte, un peu plus simple puisque tout est basé sur ScreenFlow. Donc du coup, bah voilà, il n'y aura pas grand-chose, il y aura des choses à voir, mais en gros c'est la même chose, sauf que j'enregistre avec ScreenFlow et je monte avec ScreenFlow en passant juste par Audition pour bidouiller l'audio, mais il n'y a pas 3 logiciels impliqués. Là vous avez OBS pour enregistrer, Audition pour l'audio et Resolve pour monter. Ben en fait sur Mac il y aura ScreenFlow pour enregistrer, Audition pour l'audio et ScreenFlow pour monter. C'est juste un tandem avec 2 logiciels quoi. Puisque ScreenFlow est vraiment excellent à la fois pour enregistrer et à la fois pour monter, et puis même en rendu, quand on utilise l'encodage hardware, il est capable d'utiliser le processeur graphique et donc d'avoir de très bonnes performances. Je pense à peu près au niveau de ce que fait Resolve, et encore une fois largement mieux que ce que fait Premiere. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Merci, bye bye.